Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur des questions cruciales au Cameroun à l'approche de l'élection de 2025. Oui, on va parler emploi, pauvreté et inégalité. Un trio vraiment au cœur des préoccupations. Exactement. Et on s'appuie pour ça sur une analyse économique assez fouillée des programmes des candidats à la présidentielle. C'est ça. Et pour démarrer, quelques chiffres. Ils sont assez parlants, je dois dire. Un taux de pauvreté nationale qui stagne autour de 37,7% en 2022. Il a même très légèrement augmenté depuis 2014. C'est frappant. Oui, on parle même de croissance appauvrissante. La croissance économique est là, mais elle ne profite pas à tout le monde, loin de là. Ça montre bien l'urgence, non ? Tout à fait. Et derrière cette moyenne nationale, il y a des écarts, des fractures immenses. Il faut imaginer ça, dans des régions comme l'extrême nord, on dépasse les 69% de pauvreté. Plus de 2/3 de la population. Oui, pareil pour le nord-ouest, presque 67%, le nord, plus de 61%, et à côté vous avez Douala à moins de 9%, Yaoundé autour de 11%. C'est abyssal comme différence. C'est un fossé, oui. Et l'enjeu, ce n'est pas juste économique, évidemment, c'est la cohésion du pays, sa stabilité future qui est en jeu. L'enjeu est donc énorme. Notre objectif aujourd'hui, avec cette analyse comme base, c'est de voir, de décrypter un peu comment les différents candidats, les différentes forces politiques comptent s'y prendre. Comment ils envisagent de s'attaquer à ce mur social, en quelque sorte. C'est ça. Créer des emplois, réduire la pauvreté, ces inégalités criantes. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que ce thème, emploi, pauvreté, inégalité, est si central dans l'analyse qu'on a sous les yeux ? D'abord, les chiffres qu'on vient de citer montrent déjà l'ampleur du problème. Mais l'analyse va plus loin. Elle met en lumière, et c'est important, la faiblesse du capital humain. C'est-à-dire ? Par exemple, la couverture maladie. À peine 3% de la population en bénéficie. C'est très peu. Ah oui, effectivement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que 72% des dépenses de santé sortent directement de la poche des ménages. Donc, au moindre problème de santé un peu sérieux, c'est la catastrophe pour beaucoup de familles. Exactement. Une vulnérabilité énorme. Et ce qui est, je trouve, bien montré dans l'analyse, c'est l'interconnexion. La pauvreté limite l'accès à la santé, à l'éducation. Ça freine l'employabilité, la productivité. Et ça maintient les gens dans la pauvreté, le fameux cercle vicieux. C'est tout à fait ça, un cercle vicieux difficile à briser. Et l'emploi des jeunes, dans ce tableau un peu sombre, ça apparaît comme une clé, un levier potentiel. Absolument. L'analyse le voit vraiment comme un levier stratégique, mais attention, pas n'importe quel emploi. Oui. Il ne s'agit pas juste de multiplier les petits boulots précaires, ce que l'analyse nomme le tertiaire du pauvre. Les vendeurs de rue, les conducteurs de mototaxis sans statut. Voilà, ce genre d'activité de subsistance. Non, l'enjeu c'est de créer des emplois décents, productifs, des emplois qui créent de la valeur, qui permettent une meilleure répartition des richesses. Et vu la démographie du Cameroun, avec énormément de jeunes... C'est ça. Réussir se parer de l'emploi des jeunes, c'est crucial pour une vraie transformation économique et sociale. C'est indispensable. Donc on comprend bien que ce n'est pas juste une ligne dans un programme, là, c'est un vrai test de crédibilité pour les candidats, c'est ça ? Tout à fait. L'analyse économique dont on parle dédie d'ailleurs un pilier entier à l'évaluation du développement social. Ah d'accord. Oui, et ça pèse lourd dans la note finale attribuée au programme. Ce pilier regroupe l'emploi, la lutte contre la pauvreté, les inégalités, mais aussi la santé, l'éducation. C'est très large. Oui. Et les notes reflètent non seulement la priorité donnée à ces thèmes, mais aussi, et c'est crucial, la perception de la faisabilité et de l'impact potentiel des mesures avancées. En gros, est-ce que c'est crédible ? Est-ce que ça peut marcher ? C'est le cœur du contrat social que chaque candidat propose en quelque sorte. Exactement. Bon, très clair. Le cadre est posé. Alors maintenant, allons voir concrètement comment les candidats se positionnent là-dessus, d'après cette analyse. Peut-être commencer par ceux qui ressortent avec les meilleures évaluations sur ce pilier développement social. L'analyse pointe le RDPC et le SDF. Effectivement, le RDPC obtient 13,55 sur 20 et le SDF est juste derrière avec 13,20. Ce sont les deux scores les plus élevés. Et qu'est-ce que l'analyse dit de leurs approches respectives ? Elles sont similaires ? Pas tout à fait, et c'est ça qui est intéressant. L'analyse suggère que ces bons scores viennent de deux approches jugées solides, mais avec des philosophies un peu différentes. Pour le RDPC de Paul Biya, l'analyse souligne une approche qu'on pourrait qualifier d'intégrée.
intégré. Oui, dans le sens où la paix, l'unité, la stabilité économique sont vues comme la base, le socle sur lequel on peut ensuite construire le développement, y compris la justice sociale, la solidarité. C'est une vision de continuité où le progrès social découle en quelque sorte du développement global. D'accord. Une approche par étapes, si on veut. On peut dire ça. Et les sous-scores sont d'ailleurs assez équilibrés et solides dans tous les domaines sociaux évalués. 13 sur 20 pour l'emploi, 14 pour la santé, 14 pour l'éducation, 13 pour la pauvreté et les inégalités. Compris. Et pour le SDF de Joshua aussi, qui est presque au même niveau, quelle est la lecture de l'analyse ? Pour le SDF, l'analyse met plutôt en avant un accent différent. Le programme insisterait davantage sur la nécessité d'une réforme du système. Ah oui ? Oui, une meilleure gouvernance, des services publics plus efficaces, tout ça est vu comme un prérequis pour arriver à un développement juste. Donc là, le social n'est pas qu'une conséquence, c'est peut-être même un moteur. C'est un peu l'idée qui ressort de l'analyse, oui. Le progrès social, notamment via l'emploi et moins d'inégalités, est vu comme un moteur du développement. Et d'ailleurs, les sous-scores le montrent bien, hein. L'emploi est très haut à 15 sur 20. 15, c'est élevé. Oui. Et 14 pour le chômage, 14 pour la pauvreté, 14 pour les inégalités. Ça confirme une orientation très très marquée sur ces questions sociales clés. Donc 2 parties bien évaluées sur le social par l'analyse, mais avec des accents différents. L'un sur la stabilité et l'intégration, l'autre sur la réforme comme levier. Intéressant. Il y a aussi le PAL d'Atekis et Takaxton qui est bien placé, non ? Oui, le PAL est juste dernière, avec un score de 12 sur 20. C'est significatif aussi. L'analyse, ici, note une vision de rupture et renaissance nationale. Des mots forts. Oui, justice, vérité, mérite. Ça suggère une volonté de s'attaquer aux inégalités qui ne seraient pas basées sur la compétence, par exemple. Et l'accent mis sur la génération, l'avenir, l'urgence, avec le mot « maintenant ». Ça cible clairement la jeunesse et l'emploi. Exactement. L'analyse y voit une attention forte et soutenue aux politiques sociales, qui couvrent bien les différents indicateurs. D'accord, donc on a ce trio de tête selon l'évaluation RDPC, SDF, PAL. Chacun avec sa couleur, mais jugé solide sur le fond social. Et ensuite ? L'analyse parle d'un groupe intermédiaire, avec des scores qui tournent autour de 10 sur 20. C'est ça, on a plusieurs parties dans cette zone. Le FDC, dit Jody, Hiram Samuel, qui a 10,27. L'Universe de Mouna, Akareta Beng, à 10,36. Le PCRN de Libili Genge Cabral, avec 10,09. Le PURS de Matomba, Serge Espoir, à 10 tourons. Et le FSNC d'Issa Churoma, juste en dessous, à 9,82. Un groupe assez fourni. Oui. Et pour ce groupe, le constat de l'analyse est souvent double. D'un côté, elle reconnaît qu'il y a des propositions sociales, parfois significatives, mais de l'autre, elle pointe aussi des faiblesses sur plusieurs critères clés. Ces faiblesses, ça veut dire quoi concrètement ? Manque de détails, irréaliste, pas financé ? Alors, l'analyse ne détaille pas systématiquement pour chaque partie, mais les critères généraux d'évaluation, c'est la cohérence, la clarté des objectifs, la pertinence des moyens proposés, la soutenabilité budgétaire, la prise en compte des capacités réelles de l'administration à mettre en œuvre et bien sûr l'impact attendu. D'accord. Donc une faiblesse, ça peut être par exemple une proposition sociale qui a l'air bien sur le papier, mais sans aucun chiffrage sérieux. Ou un plan qui semble ignorer complètement comment l'administration fonctionne réellement sur le terrain. Je vois. C'est plus une question de crédibilité de la mise en œuvre potentiellement ? Et ça peut être ça, entre autres choses, oui. Et dans ce groupe intermédiaire, est-ce qu'il y a des nuances intéressantes ? Par exemple, le PCRN est souvent présenté comme très axé sur l'économie. L'analyse le confirme ? Oui, tout à fait. L'analyse décrit l'approche du PSN comme pragmatique, très centrée sur le développement économique, la réforme sectorielle, la structuration de l'économie. Ce sont vus comme les moteurs principaux. Et le social vient après, en quelque sorte ? L'idée semble être que le social découlera de cette dynamique économique. Le score de 10,09 suggère que l'analyse perçoit des intentions sociales, mais peut-être pas assez traduites en mesures concrètes ou pas assez prioritaires par rapport à l'économie. Compris. Et pour d'autres parties de ce groupe comme le PUERS ou Universe, l'analyse utilise une image indiquée, elle dit que leur polygone est contracté. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, c'est une représentation graphique issue de l'analyse. Quand le polygone est dit contracté, ça veut dire en gros que le programme, même s'il touche un peu à tout, économie, sociale, gouvernance, manque d'ampleur, de profondeur sur plusieurs de ces aspects en même temps.
D'accord, un peu superficiel sur plusieurs fronts. C'est un peu ça. Pour le PURS qui a 10 et Universaire 1036, l'analyse suggère que malgré un discours qui se veut concret pour le PURS avec des mots comme logement, santé, ou plus technocratique pour Universaire avec objectifs, mesures, les propositions spécifiques pour affronter des problèmes aussi lourds que la pauvreté de masse ou le chômage des jeunes sont jugées insuffisantes. Ou pas assez développé. Manque de substance, donc selon les critères de l'analyse, c'est plus clair. Et les autres de ce groupe, le FDC et le FSNC. Alors, pour le FDC-CAS 1027, l'analyse note le lien fort fait entre justice, droit et l'idée de prospérité par le travail. L'équité semble centrale. Mais le programme est qualifié de modeste et équilibré, avec là aussi des faiblesses pointées sur certains critères. Modeste, d'accord. Et pour le FSNC 982, l'accent est mis sur la cohésion, peuple, ensemble, solidarité et sur la jeunesse. Mais des interrogations sur la faisabilité ou l'impact réel des mesures semblent limiter l'évaluation globale sur ce pilier social. D'accord. On a donc ce groupe intermédiaire assez varié finalement dans les approches. Et il y a aussi des visions qui semblent proposer une rupture plus tranchée. Je pense au MCNC de Bougaak Béjac. Oui, le MCNC se démarque par un discours de libération, de souveraineté populaire, de refondation patriotique. L'objectif affiché est une prospérité collective. C'est une vision de changement radical. Mais sur le plan social spécifiquement? Eh bien, c'est là que l'analyse est très réservée. Le MCNC obtient le score le plus bas sur ce pilier social, avec 8,27 sur 20. Ah oui, c'est nettement moins. Oui, l'étude indique une couverture jugée restreinte des enjeux sociaux et des propositions considérées comme limitées, voire incomplètes face à l'ampleur des défis comme la pauvreté ou l'emploi. D'accord. Il nous reste l'UMS de Camouet-Pierre. On sait qu'il a une orientation socialiste affichée. Est-ce que l'analyse donne des détails? Alors, pour l'UMS, l'analyse ne fournit pas de score chiffré précis pour le pilier développement social. C'est une des limites. D'accord. Par contre, elle note explicitement cette forte orientation socialiste. Elle relève l'accent mis sur les citoyens, les intérêts, leur respect, la justice sociale comme étant centraux. Et elle souligne aussi une volonté d'inclusion très large qui mentionne les femmes, les hommes, les agriculteurs, les entreprises. Donc l'intention sociale est bien identifiée comme étant au cœur du programme. C'est ça, l'intention est clairement perçue comme étant très sociale. Et il faut aussi rappeler, pour être complet, que deux partis importants, l'UNDP de Bello Bouba Megari et l'UDC de Tomiano Ndamjoya, n'ont pas pu être évalués en détail. Oui, l'analyse précise que c'est faute de documents de programme jugés suffisamment détaillés ou disponibles au moment de l'étude. C'est important de le mentionner pour avoir une vue d'ensemble. Tout à fait. Bon. Si on essaie de faire une petite synthèse de tout ça, c'est un panorama très riche quand même. On voit vraiment tout un spectre d'approches face à ces défis sociaux qui sont, il faut le dire, immenses. Absolument. On a d'un côté la continuité, l'intégration macro-sociale du RDPC, jugée solide par l'analyse. De l'autre, le focus très net sur le social et la réforme de la gouvernance avec le SDF et le PAL, aussi bien noté. Oui. Puis, on a ce grand groupe intermédiaire. Là, l'analyse voit des intentions sociales, mais elle soulève les questions sur la concrétisation, la faisabilité, l'ampleur, avec des nuances, comme la priorité donnée à l'économie pour le PCRN. C'est ça, des forces et des faiblesses perçues. Et enfin, des visions de rupture plus radicales, comme celle du MCNC, mais qui, selon l'analyse, peinent à convaincre sur la robustesse du volet social de leur projet. Voilà. Les scores, finalement, ils ne sont pas juste des notes. Ils racontent vraiment une histoire sur les philosophies politiques, les priorités affichées et surtout la crédibilité perçue par les analystes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, au fond ? Ce qui me frappe personnellement, au-delà de la variété des propositions, c'est ce que l'analyse souligne en filigrane. L'énormité de la tâche. C'est colossal. Oui. Lutter contre une pauvreté de masse aussi ancrée, réduire des inégalités aussi profondes, créer massivement des emplois décents pour cette jeunesse nombreuse, ça demande bien plus de bonnes intentions ou des slogans, quoi. C'est clair. Des évaluations parfois un peu dures sur la faisabilité ou le niveau de détail, elles nous rappellent que l'efficacité, elle va se jouer sur quoi ? Sur des plans d'action hyper détaillés, sur un financement réaliste, sur des institutions qui sont capables de suivre derrière. Et sur une volonté politique sans faille, j'imagine. Évidemment. C'est là que se jouera la crédibilité du fameux contrat social proposé.
L'intention, c'est bien, c'est le début. Mais c'est la capacité à transformer cette intention en résultat concret, tangible pour les gens, qui fera vraiment la différence face à l'urgence sociale. C'est une excellente mise en perspective. Et pour terminer, peut-être une question pour prolonger la réflexion qui vient directement des constats de l'analyse. On a commencé avec ces chiffres terribles sur les écarts entre régions. Oui, ces fractures béantes. L'extrême nord, le nord-ouest, le nord d'un côté, Yaoundé et Douala de l'autre. C'est presque 2 Cameroun différents. Alors oui, plusieurs programmes disent vouloir réduire les inégalités en général. Mais l'analyse nous pousse à demander quel type de mécanisme spécifique, vraiment concret et surtout vérifiable, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour réellement commencer à combler ce fossé? Bonne question. Est-ce qu'on parle de décentralisation budgétaire massive et ciblée vers ces régions, de plans d'investissement prioritaires, mais aussi contrôlés dans les écoles, les hôpitaux, les routes de ces zones, d'incitations fiscales vraiment fortes pour y attirer des entreprises? Des pistes concrètes, oui. C'est peut-être sur ce terrain-là très concret, très mesurable, que la volonté affichée de réduire les inégalités sera vraiment mise à l'épreuve, non? C'est une excellente question. Pour conclure, ça demande des réponses précises au-delà des généralités. Voilà qui donne matière à réfléchir. Notre exploration des propositions sur l'emploi, la pauvreté et les inégalités dans les programmes pour 2025 s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse.